Récession à l'horizon, la France est-elle en danger? Personnellement, j'ai déjà mon avis là-dessus. Pour moi, la France, elle est déjà sur l'autel du sacrifice et elle attend simplement le coup de grâce. Pour d'autres, bon, il y a encore un petit peu d'espoir, mais c'est pas gagné. Vous savez, je suis devenu un énorme consommateur de vidéos sur YouTube et je regarde énormément de contenu sur l'économie, sur la politique, sur la situation de la France et sur celle de l'Europe en général. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez juste envie de prendre vos clics et vos claques et de vous casser très très loin d'ici. Parce que vous allez vous rendre compte que la seule chose à laquelle vous êtes bonne en France, c'est à faire partie de la rat race, c'est-à-dire du métro boulot dodo. Vous vous levez chaque matin, vous échangez votre temps, votre énergie, vos compétences et votre liberté de choix contre un tout petit peu d'argent, juste de quoi survivre, c'est-à-dire une trentaine de jours et parfois moins. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, il y a certaines personnes qui sont déjà à découvert et qui vivent à crédit. Et ça, c'est très embêtant. Par contre, il y en a d'autres qui arrivent à gagner leur vie, qui gagnent parfois très très bien leur vie, et ces personnes-là vont se faire taxer et imposer dans tous les sens. Et le but, c'est de prendre jusqu'à la dernière goutte de votre labeur. Vraiment, c'est de vous essorer jusqu'à la dernière goutte. Et une fois que vous êtes essoré, on vous jette à la poubelle. Et c'est tout. En France, vous ne servez qu'à ça. Comme ça, vous enrichissez des gens. Ces gens-là jouissent de privilèges auxquels vous n'aurez jamais accès. Et ça durera le temps que ça durera jusqu'à ce que le coup fatal tombe sur la bête. Et la bête, c'est la France, qui est, je le rappelle, sur l'autel du sacrifice. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue à moi. Et vous allez voir qu'on ne partage pas toujours les mêmes avis avec, par exemple, François Xavier ou Philippe Béchade. Et encore, Philippe Béchade, je pense que lui aussi pense que tout ceci est prémédité et que tout ceci amène la France à être sacrifiée. Du côté de François Xavier, c'est différent. François Xavier pense que nos dirigeants politiques sont tous des gros crétins finis et que c'est l'incompétence qui nous mène droit dans le mur. Pour moi, c'est plus un projet de destruction qui vise à réduire l'économie de la France à zéro, à mettre les peuples à genoux et à absorber la France dans une entité supranationale qui vraiment va devenir une fédération et qui va donc faire en sorte que la France devienne une petite province de cette grande fédération qui choisira tout à notre place. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun mot à dire. Il y aura un président, des gouverneurs et c'est tout. Comme aux États-Unis en fait. On va écouter un extrait d'une vidéo que j'ai vue ce matin et franchement c'est très parlant. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant parce que du point de vue de François Xavier, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus aucune lueur d'espoir. L'espoir de François Xavier, c'est qu'on arrête ces fous par tous les moyens, quitte à ce que ce soit le FMI qui débarque. Écoutez ça, c'est lunaire et en même temps c'est très très bien expliqué. Leur logique est fondée, leurs arguments sont fondés. Et honnêtement, ça reflète vraiment la situation de la France. La France est à genoux. Et je ne sais pas comment on peut faire en sorte que tout se relève si on ne fait pas un grand nettoyage sur l'échiquier politique. Mais vraiment, un grand nettoyage, c'est l'ensemble de l'échiquier. C'est pas juste une petite partie ou deux, c'est l'ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Écoutez ça, c'est très intéressant. Enfin bon, non, il continue comme avant, ça leur pose aucun problème. Donc du coup, je ne vois pas d'où vient l'espoir pour l'année prochaine. J'ai l'impression qu'on va se faire marcher dessus. Mon seul espoir aujourd'hui, pour être clair, c'est le FMI qui vient qui vient taper à notre porte et qui nous dit écoutez les Français, c'est bon. Vous arrêtez de décider, on va décider à votre place. Voilà, c'est terminé. Pour moi, c'est le seul espoir qu'on a. C'est quand même un espoir un peu. J'adore la tête de Philippe Béchade. Regardez juste un petit peu en arrière et vous regardez la tête de Philippe Béchade quand il dit « Pour moi, le seul espoir, c'est que le FMI débarque ». T'as Philippe Béchade qui fait « Ouais, parce que si le FMI débarque avec ses belles voitures, ses belles berlines noires avec les mecs en costume cravate qui débarquent avec la petite mallette et qui sont là pour te mettre à genoux, c'est-à-dire qu'ils arrivent, hop, bon les gars, le budget, on gère. Vous vous occupez plus de rien, d'accord? C'est l'austérité. Les retraites, c'est fini. Le chômage, c'est fini. La santé, c'est fini. La défense, c'est fini. Bref, on fait tout à votre place. Et si c'est l'austérité, c'est pas grave. On va vous mettre en slip et vous avez rien à dire. Voilà, vous avez déconné. Ça fait des années que vous déconnez. Maintenant, c'est fini. Voilà. Et honnêtement, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Grèce pour comprendre que c'est pas du tout sympa. La finalité de tout ça, c'est la misère. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus rien.
Destruction de valeur, plus. Les Français vont être à un niveau de misère absolu. Et franchement, je donne pas cher de notre peau si c'est le FMI et la Troïka qui débarquent. Même si, entre guillemets, la Troïka est déjà partiellement là parce que Barnier est aux commandes. Barnier est aux commandes du gouvernement. Je rappelle que sans des mecs comme Barnier, qui nous ont foutus dans l'Union européenne, on n'en serait pas là. Donc c'est assez représentatif de la situation. Si Barnier est là, au moment où la dette a explosé, le déficit a explosé et la situation de la France a dérapé, bon, on peut le voir comme on veut, mais pour moi, c'est pas une coïncidence. D'accord ? Si Macron a choisi Barnier, ce n'est pas une coïncidence. On a clairement donné les clés à Ursula von der Leyen. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir dans quelle situation on va être amené à vivre d'ici quelques mois, quelques années. Qu'est-ce qui nous prépare, ces cinglés ? Qu'est-ce qui nous prépare ? Ça, c'est la grande question. Et honnêtement, quand on voit ce qu'ils font à l'Assemblée actuellement, c'est-à-dire trouver des nouveaux impôts, des nouvelles taxes, effectivement, comme le dit François-Xavier, j'ai pas d'espoir en fait. Je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, des solutions, il en propose beaucoup. Et c'est des solutions qui sont facilement applicables. Mais évidemment, ce n'est pas les solutions qui sont choisies. Ça, c'est embêtant. Un peu masochiste. Je te cache pas que sans partager absolument ton pessimisme, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'espoir, la raison pour laquelle on a pondu ce rapport auquel j'ai un petit peu modestement participé, alors moi surtout au niveau des valeurs mobilières, voir comment on pouvait essayer de réduire un petit peu son exposition fiscale, parce je pense pas qu'on va vraiment pouvoir échapper, enfin je ne le prétendrai pas, et je pense qu'on ne me croirait pas, mais on peut quand même essayer d'être moins en première ligne, si tu veux, par rapport aux appétits, j'appelle ça la rapacité de Bercy, mais on peut arriver à réduire son assiette imposable, etc., au niveau des valeurs mobilières. Il y a d'autres astuces aussi, donc bon... Alors, il faut, je le précise, de temps en temps, il faut faire appel à un notaire. Bref, et comme tu disais, il y a une telle inventivité pour aller nous piquer notre oignon qu'il y a des trucs qui existent, mais auxquels les gens, enfin, ils n'ont pas jugé bon de le faire. C'était un peu fastidieux. Comme je dis, il fallait voir le notaire, il fallait voir un conseiller fiscal pour mettre des choses en place. Mais aujourd'hui, si on le fait pas, mais on va se faire vraiment plumer, quoi. Mais il faut que les gens se rendent compte. On parle d'un retour, alors pas de la taxe d'habitation, surtout pas de la taxe d'habitation, non. Un taxe sur le fait de vivre sur une commune. C'est pas pareil, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une taxe sur l'habitation, tu vas payer une autre taxe parce que tu habites dans une commune, et au final, ça revient au même. Ta maison, elle va pas être au milieu d'un champ perdu au milieu de la campagne. Elle va être dans une commune, dans un petit village, ou même dans une ville, mais elle va être quelque part où il y a de la civilisation. Tu vas pas être au milieu de la forêt, au milieu de la montagne, ça peut arriver, d'accord, mais bon, la majorité des gens vivent dans des communes. Donc en gros, tu payes pas la taxe d'habitation, mais tu vas payer une taxe sur la commune, en plus du foncier si tu es propriétaire. Donc c'est une double taxe dans ta gueule. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est très représentatif de la situation française. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et qui, pour garder leurs avantages et faire durer la chose le plus longtemps possible, ils sont prêts à sacrifier tous les Français. Vraiment. Ils savent que la bête est sur l'autel du sacrifice, ils savent que le couperet va finir par tomber. Bah, tant que ça dure, on taxe. Et on prendra le maximum d'argent dans nos poches jusqu'à ce que ça s'arrête. Et quand ça s'arrêtera, ce sera un autre game qui commencera, d'accord ? Ce sera autre chose. Ce sera la rapacité des fonds d'investissement qui vont venir ramasser tout ce qu'ils pourront ramasser. Ils ont déjà commencé depuis des années, d'accord ? Ça fait des années que la France se vide, qu'elle se fait racheter petit à petit, à bas coût en plus. Ça fait des années que ça continue. Bah là, quand ça sera le coup de grâce, tu as les fonds financiers qui vont arriver, BlackRock et tout le bordel qui vont arriver, vont dire, bon, nous, on a beaucoup d'argent, et on va tout vous racheter. Et comme vous n'avez plus rien, vous n'avez pas le choix, il vous faut de l'argent, vous allez accepter. Et c'est le jeu de Macron depuis qu'il est là, en fait. C'est le jeu de Macron, c'est le jeu de la Macronie. C'est la destruction de l'intérieur pour donner des commandes à l'extérieur. Que ce soit via
la Commission européenne ou que ce soit via les fonds financiers qui viennent acheter et faire de la prédation. Alors, ils viennent acheter des entreprises, d'accord? Ils viennent acheter des moyens de production. Ils viennent aussi acheter des compétences et ils viennent surtout acheter des brevets qu'ils vont ensuite pouvoir utiliser dans leur pays à eux, avec leur propre entreprise, etc. Donc, tout ça, ça nous mène à une perte, mais totale, de notre substance. Et à la fin, il restera rien. Il restera rien. Le pays sera vide. Ce sera une coquille vide. Donc on aura la France sur une carte et on dira, bah là, ici, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus aucune richesse. C'est vide. Et la seule chose à laquelle on servira, c'est à travailler comme des acharnés pour payer des taxes, des impôts. Et je ne sais pas, moi, comment on va faire après. Je ne sais pas. C'est-à-dire que si à la fin, on te prend 100% de ton revenu, tu fais quoi? On va vers là, en fait. Hein. On va vers là. Hein. À force de faire des taxes et des impôts dans tous les sens, on va vers cette direction-là. Hein. On va vers la catastrophe. C'est pas la même chose. C'est. Mais alors, ça, c'est pas la taxe d'habitation, c'est le fait d'habiter sur une commune. Ça n'a rien à voir. Catherine Vautrin. Voilà, l'année prochaine. On est en train d'y réfléchir. On parle quand même de doubler ce qu'on appelle les frais de notaire. Vous savez, quand vous achetez une maison, vous avez actuellement des frais de notaire. C'est pas le notaire qui les touche, hein. C'est le notaire qui vous les prend. C'est le département et la mairie qui les touchent. Ils prennent plus de 5% sur les 7. Hein. Ils prennent 5% sur les 7. Il reste 2 pour le notaire. Voilà, ils prennent 4,7. Actuellement, c'est 4,7. Donc, c'est le truc. Et c'est gigantesque. On va les doubler. On va les doubler. Vous achetez une maison à 300 000 euros, ça va coûter en moyenne aux Français 1 an de salaire. Le droit de s'acheter une maison à 300 000. Un appartement à 300 000 euros à Paris, ça va très vite. Eh ben, ça va coûter 1 an de salaire à un Français moyen. On va passer de 7 à 10. Hein, si on double la partie qui revient à l'État, on va passer de 7 à 10. Donc un appartement de 300 000, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter avec un apport de 30 000. Ben non, là, aujourd'hui, l'apport de 30 000, c'est pour l'État. Hein. Vous allez chercher les autres 30 000, hein, parce que sinon... Bon, là, on parle quand même d'une énorme douille. Hein. On parle de doubler les frais de notaire. Hein. Comme son exemple dit, pour 300 000 euros, c'est 1 an de salaire. Et encore, c'est si tu es bien payé. Parce que si tu es au SMIC, c'est plus 2 ans de salaire qu'un an. Mais bon, la banque, elle va dire quoi? Quand tu vas aller la voir pour acheter un bien à 300 000 euros, elle va te dire, bon, bah écoute, tu payes les frais de notaire. Donc déjà, tu payes 30K. Et ensuite, si tu veux que je te donne de l'argent, il va falloir que tu me fasses un apport. Tu ramènes une part de cet argent. Donc, tu ramènes 30 000 euros de plus. Donc, au final, au lieu de 30 000, il te faudra 60 000. 60 000. On est en France. Le niveau de qualité de vie de tous les Français se casse la gueule. Le pouvoir d'achat se casse la gueule. Les gens ont de moins en moins d'argent. Les salaires n'évoluent pas. L'inflation est énorme. Chaque année, elle court. Et depuis 2021, on a presque 20% d'inflation cumulée. Les salaires n'ont jamais suivi 20%, d'accord? Les gens, ils puisent continuellement dans leurs réserves d'épargne et à la fin, il ne leur restera rien. Donc, pour devenir propriétaire, ça devient difficile. Et ensuite, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, si tu veux rester propriétaire, tu vas revendre ton bien et tu vas en racheter un autre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer une deuxième fois des frais de notaire qui sont doublés. Donc, rebelote, il te faut encore plus d'argent. Et au final, ça ne vient pas du tout rentable d'avoir sa propre maison. Et c'est fait exprès, hein, tout ça. Hein. C'est fait exprès. C'est pour vous dégoûter du droit à la propriété. Si on vous retire le droit à propriété, vous n'avez plus rien à défendre, en fait. Vous n'avez plus rien à défendre. Vous êtes à la merci de l'État. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez à leur merci. Et en attendant, ils vous prennent tout votre fric. Et en plus de ça, on vous met des normes sur la tronche, les normes écologiques. Donc on vous oblige à faire des travaux. Donc vous achetez un appartement, un studio, une maison, et puis vous êtes dedans et vous êtes obligé de faire des rénovations pour le jour où vous allez la revendre. Parce que si demain vous voulez revendre la maison, si elle n'est pas aux normes, vous ne pouvez pas la vendre. Et tout va bien. Ou alors vous allez la vendre mais à un prix tellement cassé que ça ne vaudra pas le coup de s'en débarrasser. Vous allez vouloir le mettre en location, c'est con, mais là tu respectes pas les normes. T'es plus à jour là depuis quelques années, donc tu ne peux pas le mettre en location.
Tu vois un peu la douille? C'est juste abusé. Donc on va vous enlever le droit à la propriété et en même temps on va vous extirper de l'argent jusqu'à ce qu'il ne vous reste rien. Comme ça on vous appauvrit et on vous dégoûte du droit à la propriété. Comme ça vous restez locataire et c'est tout. Et qui c'est qui va racheter tous ces appartements, toutes ces maisons qui seront en ruine parce que plus personne ne voudra les acheter ou plus personne ne voudra investir pour les rénover? Eh bien, ce sera encore une fois les grands fonds d'investissement qui vont débarquer avec leurs grands sabots et qui vont dire, bon, écoutez, nous, on a beaucoup de cash, on vous rachète l'immobilier. Il n'y a pas de problème, on le rachète. Et tu as du BlackRock qui va racheter de l'immobilier, ce qui est déjà il est déjà en train de le faire, hein, d'accord? Ça fait des années qu'il le fait, mais là, il va arriver, on prend tout. On prend tout. Après, tu as des gens qui ont du cash, qui ont des moyens, qui vont pouvoir faire des coûts d'investissement, d'accord? Mais c'est pas le français lambda, hein, c'est pas le français moyen. Le français moyen, lui, il va aller faire le clochard. Et il y aura de plus en plus de clochards en France. Comme je vous le dis souvent, on va finir entre cons et entre pauvres. Entre cons parce qu'on nous éduque plus, on nous abrutit avec la télé, la radio, les médias, etc. Et entre pauvres parce qu'on nous vide littéralement de notre substance. On nous pique notre argent directement dans nos poches. Et pour moi, quand je vois ça, tout mis bout à bout, tu relis les points, bah ça te fait un beau schéma. Et le schéma, ça me dit clairement que tout ça, c'est voulu. C'est-à-dire, tu peux pas faire autant d'incompétences qui te mènent tout droit dans un mur et qui t'éclatent la gueule dedans. Parce que clairement, le mur, il est là, on le voit depuis des années, même des décennies, on sait qu'il est là, on sait qu'on se dirige dedans, il y a juste quelques décisions à prendre, tu vois, pour l'esquiver. Bah non. Bah non. On fixe le mur et on y va droit dedans. Pour moi, c'est pas de l'incompétence. Pour moi, c'est pas de l'incompétence. Non, mais c'est délirant. Et remplacer la taxe d'habitation par la taxe sur le fait de résider sur... On n'a pas le droit de dire habiter. Donc, c'est une taxe sur le fait de résider dans une commune. C'est pas la taxe d'habitation, rien à voir. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Et entre-temps, ils ont augmenté de manière folle la taxe foncière, mais ils ne parlent pas de la baisser. Hein. Non, ça ne bougera pas. Voilà. Alors, continuons, épuisons un peu le sujet de l'immobilier. On parle également peut-être de supprimer l'exonération des plus-values sur la résidence principale. Oui. Ça, c'est pas encore fait, mais ça nous pend au nez. Ça sera voté ou pas avec le budget 2025. C'est-à-dire que s'il passe, normalement, ça sera accepté et donc ça sera effectif à partir de l'année 2025. Par contre, si le budget est rejeté et qu'il passe en 49.3, eh bien, ça ne sera pas pour cette année, mais sûrement qu'ils retenteront l'année d'après avec 2-3 petites modifications, etc. Bref, ça finira par passer, d'accord? Ça finira par passer. Donc, en gros... j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne. Mais globalement, si tu gardes ton bien plusieurs années, ton bien secondaire, normalement, tu as un palier qui est dégressif. Et donc, tu vas payer de moins en moins d'impôts. Bah ça dégage. Et ils augmentent la taxe en parallèle. Et puis, quand tu as ta résidence principale, normalement, tu la gardes 1 an, tu vis dedans 1 an, et tu es exonéré d'impôts. Et bah là, en fait, ça saute. Et en plus de ça, il y a encore une augmentation des impôts, enfin des taxes. Et du coup, tu vas payer plein tarif. Alors, il y a des exceptions dans les textes, mais bon, c'est assez flou. Et en fait, tu peux te retrouver à payer... Tu peux vraiment te retrouver à payer une plus-value alors que peut-être que tu as fait des travaux, etc. Enfin bref, c'est pas justifié. Et en fait, c'est juste un moyen de te piquer du pognon dans tes poches. Et c'est dégueulasse. Et c'est aussi un moyen, comme je l'ai dit, de te dégoûter de l'accès à la propriété. Laisse l'immobilier aux riches, d'accord? Laisse-leur. Fais en sorte que l'immobilier se casse la gueule. Comme ça, c'est une occasion pour tous les riches d'investir massivement. Et puis tous ceux qui sont à la rue, bah c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. On s'en fout. Donc là, je vous dis bonjour, le démembrement de propriété. Il faut commencer à y penser. Et c'est déjà fait pour les Airbnb, etc. Où quand vous revendez, eh bien, on va réintégrer dans le prix de vente comme une plus-value l'argent que vous avez investi, vous, pour rénover le bien, le mettre conforme à toutes les foutues normes européennes, etc.
Donc vous avez été obligé de faire des frais, sinon vous ne pouviez pas louer. Et une fois que vous avez fait ces frais déductibles, on les réintroduit dans le montant des plus-values imposables. Donc en fait, vous avez strictement rien imposé, vous avez absolument rien sauvé, vous n'avez fait aucune économie fiscale depuis le début. Donc la rentabilité du bien, quand vous la recalculez, vous allez tomber de 3 à 1%. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie et à la façon de m'extirper de la rat race, c'est-à-dire devenir financièrement indépendant, donc gagner des revenus passifs, donc ne pas aller échanger du temps contre de l'argent, mais faire en sorte que mon argent travaille à ma place et me rapporte tous les mois des salaires, je me suis intéressé à l'immobilier. Vraiment, c'est le premier truc que j'ai regardé et je me suis vraiment intéressé à ça parce que, voilà, avant 2020, avant cette fameuse pandémie, l'immobilier, c'était une vraie machine à cash. C'est-à-dire que c'était une usine à rentier. Tu pouvais investir facilement, tu pouvais avoir un effet de levier colossal et tu avais des rentes qui étaient vraiment aux alentours de 8, 10, 12, 15%. Tu pouvais vraiment aller chercher des rentes assez élevées parce que tu pouvais faire des trucs de dingue. La banque te donnait des crédits parce que c'était gratos, hein, littéralement, l'argent était gratuit. Donc l'argent coulait à flot, la banque te créditait beaucoup d'argent. Et toi, tu pouvais acheter des gros biens, faire des divisions, rénover, etc. Bref, tu pouvais faire des trucs super cool qui te rapportaient beaucoup d'argent. Et ensuite, tu pouvais revendre, racheter des trucs plus grands, et puis faire en sorte que ton empire immobilier grossisse. C'était quelque chose de très, très intéressant. Et moi, je me suis intéressé à ça. Et aujourd'hui, clairement, je suis content de ne pas avoir d'immobilier parce que c'est devenu un piège à rentier finalement. Parce qu'il n'y a plus de rente, hein. Les rentes, elles vont directement dans la poche de l'État. C'est-à-dire qu'ils ont détourné les rentes de tes actifs pour les diriger vers leur poche à eux et non vers les tiennes. Donc toi, tu as pris tous les risques, tu t'es endetté et à la fin, c'est qui gagne? C'est l'État. Il t'exproprie et il te prend ton argent. C'est pas magnifique? Et c'est incroyable de voir ça, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais des travaux. On t'oblige à faire des travaux, hein. C'est même pas tu les fais par toi-même. Il y a des fois, tu arrives dans un appartement, une maison, un studio, tout est... Voilà, visuellement, c'est beau, c'est propre, tu pourrais directement le louer. Eh ben non. Tu as le DPE qui passe, il dit, bon, là, il faudrait isoler, il faudrait mettre ça, faut changer le chauffe-eau ou je sais pas quoi, faut mettre un poêle, faut mettre une pompe à chaleur. Enfin bref, faut faire des travaux assez onéreux. Toi, tu raques ta race. Et normalement, tu pouvais amortir tout ça et déduire de tes impôts, si je dis pas de bêtises, de ta charge fiscale, tous tes investissements. Donc au final, c'était intéressant quand même. Surtout si tu faisais du meublé. Et finalement, ils te la mettent. Ils te la mettent. Donc on va retourner à faire du nu, etc. Mais voilà, l'immobilier, c'est plus du tout intéressant. Alors que c'était intéressant pour les gens lambda qui arrivaient, qui voulaient pas s'embêter à acheter des meubles. Ils arrivaient dans un appartement ou une maison tout meublé. Toi, tu gagnais sur le plan financier, sur la rentabilité. Et la personne, à l'arrivée, elle posait ses valises et elle pouvait profiter de son appartement, de son studio, de sa maison. Là, c'est fini. Les trucs qui vont être en location, ça va être du vide. Ça va être du vide. Ça va mal finir tout ça, hein. Ça va mal finir. Vraiment, à force d'appauvrir les peuples, les gens vont se réveiller. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de faire un appauvrissement de masse, mais silencieux. C'est-à-dire que les gens commencent à le sentir, ils commencent à le voir, il y a des échos à droite à gauche, mais quand je regarde autour de moi, je vois une énorme masse de personnes qui sont endormies. Clairement, ils sont en train de ronfler comme c'est pas permis. Il y en a quelques-uns qui sont là, un petit peu comme les chiens, tu sais, quand il y a un bruit, hop, t'as l'oreille qui bouge, t'as l'œil qui vacille, t'as la truffe qui... Voilà, tu vois, il y a un truc qui pue, mais je vais rester en train... Je vais continuer ma sieste, tu vois, je suis bien en train de dormir, là. Et puis un jour, t'as l'État, il va mettre un coup de trop, et t'as tous les clébards qui vont se réveiller. Et là, j'espère qu'il a bien investi dans sa défense, hein, qu'il a bien mis sa garde rapprochée avec des équipements comme il faut. Normalement, ils en ont assez, hein. Ils ont assez d'LBD, de boucliers, d'armures, etc. Ils ont des véhicules blindés. T'inquiète, ils ont ce qu'il faut. Mais bon, je parierais pas sur la masse, hein, parce que si tu as les 68 millions de Français qui se mettent à débouler là-bas, bon, encore que, même si c'était vraiment très dur, l'austérité à mort, la pauvreté comme c'est pas permis, il y aurait encore des gens qui défendraient le système et ces vermines corrompues qui nous dirigent. C'est certain. Il y a des gens qui bouffent à leur râtelier, qui leur pépont le ver de terre, là, mais c'est incompréhensible.
Incompréhensible. Mais ils sont là, ils sont têtus, ils sont contents d'être des bons petits toutous apparemment. Donc, bah écoute, si t'es content de te faire traire tous les jours, frérot, moi tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi personnellement, me faire traire, ça va 5 minutes. Mais au bout d'un moment, j'ai donné, quoi. Tu te calmes. D'accord? Enfin, c'est. Et alors, pour rien- C'est le seul truc qu'on peut finalement, sur lequel on a la main, comme les Chinois, hein, quand il vous manque de la croissance, vous pouvez construire un petit peu d'immobilier. En plus, j'oubliais, mais petite parenthèse, l'immobilier. C'est avec ça qu'on fait de la création monétaire. C'est avec ça qu'on injecte de l'argent dans l'économie réelle. C'est-à-dire que toi, t'es lambda, t'as 20 000 euros, 30 000, 40 000 euros sur ton compte bancaire. Tu te dis, tiens, je veux acheter un bien. Tu vas voir le banquier, tu lui dis, je peux avoir combien? Le banquier, il fait ses petits calculs, il te dit, bon, là, je peux te donner, on va dire pour l'exemple, 500 000 euros. D'accord? Tu prends les 500 000 euros, t'achètes ton bien. Qui c'est qui est en face? C'est un vendeur. Lui, il va prendre 500 000 euros dans sa poche. Il va payer ses charges, ses impôts, etc. Blablabla, blablabla. Et ensuite, cet argent, il va le dépenser. Soit il va racheter d'autres biens, soit il va acheter une voiture, un appartement, il va acheter des trucs, tu vois. Et cet argent, il va couler dans l'économie. Et ensuite, il va aller se diriger vers le petit boulanger, les supermarchés, le mécanicien, etc. Bref, tu as compris l'idée, quoi. Ça ruisselle et ça va permettre comme ça de faire vivre des gens et d'effacer de la dette. Parce que la monnaie, elle doit circuler. La monnaie, elle est créée et ensuite, elle doit circuler dans l'économie pour effacer plein de petites dettes. C'est-à-dire que toi, tu dois payer ton loyer. Eh ben, l'argent que tu vas recevoir de ta vente ou de je sais pas quoi, tu vas payer un loyer. La personne qui va recevoir ce loyer, elle va aller payer ses courses, elle va payer ses impôts, elle va payer ses taxes, elle va payer ci, ça. Et en fait, cet argent, il va ruisseler d'une personne à une autre, d'un compte à un autre, et il va aller payer plusieurs factures, plusieurs dettes, etc. Et il va effacer de la dette. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus d'économie qui ruisselle, on n'a plus de création monétaire, en fait. On en a encore, mais on a mis un gros coup de frein dedans. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'arrêter l'économie en France. On détruit les usines, on détruit les petites entreprises, les moyennes, les grosses entreprises, on détruit les travailleurs indépendants, on détruit le pouvoir d'achat des salariés, on fait augmenter le chômage, donc on augmente clairement la misère, on augmente le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et on fait en sorte que les gens ne puissent plus acheter d'immobilier. On ne peut plus utiliser le levier de la dette, mais de la bonne dette. C'est-à-dire, c'est de la dette qui va déjà te permettre, toi, d'avoir un confort de vie, et ensuite de faire en sorte que l'économie eh bien, soit saine, que la monnaie qui est créée, qui circule dans ton pays, eh bien, paye de la dette, efface de la dette. D'accord? Ça, il n'y a plus en France. Il n'y a plus. Et ce qui se passe, c'est même pire, c'est que comme du coup on dépend des autres pays pour diverses matières, pour diverses choses, eh ben on va aller acheter chez eux des choses. Au lieu d'exporter des choses vers chez eux, on va importer. Et quand on importe, quand tu fais une transaction, quand toi tu fais venir quelque chose chez toi, bah tu payes l'intermédiaire, tu lui payes. Donc tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes des euros. Et les euros qui sont censés circuler dans la France pour effacer de la dette, pour faire en sorte que tes Français, ceux qui sont sur ton territoire, vivent très bien, eh bien ces euros-là, ils se font la malle et ils vont dans le pays voisin. Donc tu as un appauvrissement général. Et ça, c'est très grave. Parce que sur le long terme, ça va avoir des conséquences dramatiques. Mais vraiment. En Chine, ils ont construit 65-70 millions de logements en trop. Nous, en France, on a 2 à 3 millions de logements en moins, enfin, par rapport à ce qu'il faudrait. Donc, en France, on pourrait très bien se dire, on va relancer le logement. Bon, c'est un peu à la chinoise, d'accord, c'est une bonne ficelle, etc., bien franco-française. Mais bon, ça va redonner du travail. Et puis surtout, il y a quand même des gens à loger. Hein, on va pas... Oui, parce qu'en plus de ça, je dis que ça fait ruisseler l'économie, mais en plus de ça, comme il le souligne, ça fait travailler des gens. Je veux dire, il y a des entreprises qui fabriquent les maisons, les appartements, les studios, etc. Il y a des entreprises qui fabriquent les biens immobiliers. D'accord? Donc ça fait vivre une économie entière. Ça fait vivre des entreprises. Pourquoi il y a autant de faillites d'entreprises dans le bâtiment? Parce qu'il n'y a plus de commerce dans le bâtiment. Les gens n'achètent plus, ne font plus construire. Il n'y a plus de personnes qui... Voilà, moi je veux faire rénover ma cuisine, je ne sais pas faire. Bah, je vais voir le petit artisan du coin. Le mec, il va venir chez moi, je le paye et il fait les travaux à ma place. Bah, ça, c'est fini. Les gens n'ont plus les moyens de faire des travaux. Moi-même, je suis propriétaire. Quand j'ai acheté la maison, j'avais l'ambition de tout refaire. Quand j'ai vu la flambée des prix depuis 2020,
Je peux vous dire que les travaux, ils se sont limités à la salle de bain et aux toilettes. C'est tout. Et le reste, bah, ça viendra au fur et à mesure si j'ai un petit peu d'argent à mettre de côté. Mais je préfère investir pour essayer de me sortir de cette misère. Et encore que, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos, ça devient compliqué parce que, en fait, quand tu commences à vouloir investir dans tel ou tel secteur, il y a un mec qui vient de dire là, on va peut-être te taxer, là, on va peut-être supprimer cet avantage, là, on va peut-être faire une rétroactivité ou je sais pas quoi, qui, en fait, sur 5 ans, on va venir te récupérer ce que tu aurais dû payer, mais en fait, tu le savais pas. Et puis voilà, si t'as pas l'argent, bah, tu revendras quelque chose, hein, on s'en fout, nous, on veut l'argent. Hein. Et au final, bah, tu sais plus dans quoi investir. Tu sais plus dans quoi investir. Et donc, je suis pris entre faire des travaux, investir, consommer, claquer tout mon fric ou le mettre de côté. Je sais plus faire, je sais plus quoi faire. Et quand je vois François Xavier qui dit bah, la seule lueur d'espoir que j'ai, moi, sur l'avenir de la France, c'est que la FMI vienne arrêter ses cinglés, et bah, franchement, ça fait peur. C'est dire à quel point on en est arrivé à un point de quasi non-retour, quoi. Et ils ont réussi leur plan. Leur plan, c'était de détruire la France, et ils l'ont fait. Ils avaient juste pas prévu que l'Allemagne tomberait avec, quoi. Mais sinon, leur plan de foutre l'économie de la France à genoux, ça, ils ont fait un Godwin total. T'as toutes nos richesses qui sont parties dans tous les pays. Hein, on a Alors, j'aime bien parce que t'as Bruno Le Maire qui dit on a réussi la réindustrialisation, le pays est en train de se réindustrialiser. Oui, il se réindustrialise, mais pas en France. C'est-à-dire qu'il se réindustrialise aux États-Unis, en Chine, en Hongrie ou dans d'autres pays, d'accord, mais pas en France. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire que les usines françaises se cassent. Les PME se cassent la gueule. Enfin bref, vous avez compris l'idée, quoi. On se vide littéralement. On se vide littéralement, mais chez les autres, pas chez nous. Enfin, nous, voilà, on est fini. On est fini. Pour faire comme les Chinois qui, eux, ont construit des trucs qui servaient à rien. Nous, au moins, si on faisait ça, il y aurait du boulot, ça créerait donc évidemment des cotisations sociales, ça permettrait de renflouer le trou de la Sécu, ça permettrait de faire bien des choses utiles. Ah mais vous pouvez pas, il y a la ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Donc, là où en France, on aurait encore un moteur qu'on pourrait redémarrer nous-mêmes sans demander son avis à Ursula von der Leyen ou à Christine Lagarde ou je ne sais pas à qui ou FMI. Voilà, c'est pour vous dire à quel point on n'a plus du tout de souveraineté nationale. Quand je vous dis 2 vidéos en arrière qu'on a donné les clés de la France à Ursula von der Leyen, bah clairement, c'est comme si vraiment on avait une clé du pays, on lui donnait. On dit vas-y, fais ce que tu veux avec, fouette-nous avec si tu veux. Mets-la nous dans le fiac, il n'y a pas de problème, nous on est open. On est open, on est un peu sadomaso sur les bords, la population fait dodo, il n'y a pas de problème, vas-y, éclate-toi. Pons-nous des normes, des lois, des conneries. Fais-nous plaisir, fais-nous penser, fais-nous passer pour des sadomaso, on aime ça. Mais ouais, zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire que, en gros, tu peux plus bétonner, tu peux plus faire en sorte de faire des fondations. Il faut avoir les autorisations et il faut que ça vienne d'en haut, hein, d'accord? Il faut que ça vienne de tout en haut, de cette entité supranationale qui décide à ta place. Voilà, tu dois avoir des quotas. Je ne sais pas trop quels sont les critères de cette loi, cette norme, mais globalement, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas dire, bon, allez, je vais faire 3 millions de logements, c'est pas possible. Parce que tu as des normes écologiques, etc. Enfin bref. Par contre, à côté de ça, on va aller te mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de béton dans le sol pour mettre des éoliennes. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour loger quelqu'un, un pauvre Français qui a du mal à payer ses fins de mois, là, par contre, non. Faut pas déconner quand même. Le Français, il s'achète un carton, quoi. Attends. Quand même. On s'interdit absolument de le faire, d'abord parce qu'il y a la détestation de l'hôte de l'Élysée pour l'immobilier. C'est vrai qu'on a un président qui déteste l'idée que l'on possède quelque chose. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est-à-dire qu'un jour, on n'aura plus les moyens de devenir propriétaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est des grands fonds financiers qui vont venir faire une razzia sur le marché immobilier français. Ils vont tout racheter. Et puis ensuite, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est leur plan. Pour moi, c'est leur plan. De toute façon, c'est Macron, depuis qu'il est là,
la France, elle est vendue à la découpe. Il n'y a qu'à voir les grandes entreprises françaises qui ont été vendues depuis qu'il est là, et même avant qu'il soit président d'ailleurs. Bah, vous avez compris l'idée, quoi. Vous avez compris l'idée, et l'idée, c'est de vendre la France à la découpe, vendre tous ses brevets, toutes ses richesses, faire fuir tous les cerveaux, faire en sorte que les Français ne possèdent rien, que leurs économies soient à plat, qu'ils se retrouvent en slip. Pendant qu'eux, ils sont en train de se faire des soirées de ouf, ils invitent, ils voyagent, ils consomment, ils s'éclatent. Voilà, quoi. C'est une vie de roi, de monarque, de prince, de princesse, tout ce que tu veux. Mon cul sur la commode. Par contre, toi, le français moyen ou le français de bas gamme, ou tu vois, le français qui travaille, qui travaille 70 heures par semaine, toi, bah, c'est pas grave si t'arrives pas à te payer un bout de pain. Hein. Du moment que nous, on a du caviar et du homard à tous les repas, il n'y a pas de problème. Langoustine, tout ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux, le cuistot, le chef cuistot va te le faire. Et puis, alors, attention, hein, c'est pas le petit chef une étoile, hein, c'est 3 étoiles minimum. T'inquiète pas, on se régale bien quand même sur le dos du français. Il y a les taxes foncières qui vont exploser de façon folle. Donc, bien sûr, ça ne pourra jamais être aussi fou qu'à Paris, mais ça va quand même augmenter partout de 5 à 7% par an au minimum. Donc, c'est à croire que le seul truc qu'on pouvait éventuellement redémarrer par nous-mêmes, on fait tout pour être sûr que ça ne redémarrera pas. On fait tout pour être sûr que ça ne redémarrera pas. C'est là qu'en fait, on voit vraiment la différence entre François Xavier et Philippe Béchade. C'est que Philippe Béchade, pour lui, en même temps, vu ses entretiens avec Tom Benoît et tout ça, bon, on comprend le penchant pour penser que tout ça, c'est voulu. Encore que je ne suis pas sûr que Philippe Béchade l'ait déjà dit, mais on le ressent quand même. Mais en tout cas, on voit très bien que Philippe Béchade pense que tout ça, c'est fait exprès pour que ça ne redémarre pas. Voilà. Tom Benoît va plus loin en parlant justement de cette fédération des États de l'Union européenne. François Xavier, lui, pense plutôt que c'est de l'incompétence. Après, on verra plus tard dans les années à venir. On ne sait jamais, hein. Peut-être qu'un Trump français arrivera et dira stop à tout ça, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas du tout, c'est pas au planning, hein. C'est pas du tout ce qui est prévu pour le court terme, donc on verra dans le long terme. Mais peut-être qu'un jour, on aura cette fameuse réponse à pourquoi la France a coulé. Peut-être que les historiens, dans 100 ou 150 ans, feront la lumière là-dessus, avec des archives, des témoignages, je sais pas, on verra des preuves dans tous les sens, et puis on se dira, la vache, qu'est-ce qu'ils ont pris cher ces Français. Ils ont pas eu de chance, ils ont rien vu venir, ils ont dormi comme pas possible, ils ont bien ronflé sur les 2 oreilles, et puis bah, ils se sont fait spoiler leur bien, leur liberté, leur personne, leur épargne, leur économie, tout. Il leur restait même pas un slip de rechange. Ils avaient ce qu'ils portaient sur eux, et c'était tout. Les pauvres, quoi. En même temps, on peut pas leur en vouloir, ils étaient cons. Allez savoir ce que les historiens diront d'ici 100 ou 200 ans sur nous. Hein. Ça pourrait être drôle quand même de se projeter dans l'avenir et de se dire la vache, qu'est-ce qu'on était cons. Ah putain. Aller convaincre quelqu'un aujourd'hui de faire un investissement pour faire de Airbnb ou du locatif, c'est devenu impossible. Alors surtout Airbnb, j'en profite parce que... Oui, parce que bon, l'argument c'était on veut couper l'Airbnb. Hein. L'Airbnb, ça devient abusé. Les gens n'ont plus accès à la propriété. Alors, dans des zones touristiques, extrêmement touristiques, bord de plage, etc., je comprends. Il y a des villes où c'était trop. Et ils auraient dû interdire, ils auraient dû remettre un quota maximum de Airbnb et c'était tout en fait. Et après, le reste, c'est des logements qui sont réservés à la population et s'ils ne font pas partie de la ville, ils ne peuvent pas accéder à cette propriété. Tu vois? Et si le quota est arrivé, boum, plus aucune vente qui est destinée au Airbnb. C'est que du locatif, c'est-à-dire que le propriétaire l'achète pour lui, d'accord? Ou pour le louer, mais en tant que locataire résident et non en locataire courte durée, d'accord? Et ça, ils auraient pu le faire. Mais non, on va casser tout ça et on va mettre ça sur le dos du Airbnb, le méchant Airbnb, parce que les Français s'enrichissaient avec ça, d'accord? Et le but, c'est pas qu'on s'enrichisse. Vous avez compris depuis le début de cette vidéo quand même. Le but, c'est qu'on s'appauvrisse. Le but, c'est qu'on soit plus bactère et qu'on n'ait pas le temps de réfléchir.
Parce que quelqu'un qui doit payer ses factures et qui gagne juste de quoi vivre 30 jours, il n'a pas le temps de se dire est-ce que le chef d'État, il n'est pas en train de se foutre de ma gueule? Est-ce que les mecs à l'Assemblée, ils sont en train de œuvrer pour mes intérêts ou est-ce qu'ils sont en train d'œuvrer pour leurs intérêts? Bah, t'en sais rien, t'as pas le temps d'écouter ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça peut être diffusé à la télé, sur Public Sénat ou même sur YouTube. T'as pas le temps de t'y intéresser. T'as pas le temps. Donc tu ne sais pas ce qui se prépare dans ton dos. Et la seule chose que tu fais, c'est de voir tes factures augmenter. Tu comprends pas, t'es là, tu te dis purée, je travaille de plus en plus, j'ai un salaire qui n'évolue pas. Par contre, tous les mois, ça devient de plus en plus difficile. Au début, j'arrivais à finir les 30 jours, et puis après, c'était 20 jours, puis après, c'était 15 jours. Et puis là, on est à peine le 10 du mois, et j'ai déjà plus d'argent sur mon compte. Et ça m'arrive aussi, hein. Clairement, au bout du 10e jour, je suis là, merde, il me reste déjà que ça. Alors d'accord, j'investis, je mets de l'argent de côté, je fais en sorte que cet argent puisse être utilisé pour investir, mais je pense que d'ici quelques années, j'aurai même plus de quoi investir si ça continue comme ça. C'est-à-dire que cet argent que je me prends en premier, c'est-à-dire que je me paye en premier, à la fin, je pourrais même plus me payer en premier, parce que j'aurai plus rien. Et les Français, ils sont en train de vivre ça. Ils sont en train de vivre ça. Ils sont en train de se faire spoiler leurs biens et leur niveau de vie. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que vous n'ayez plus rien. On vous vide de votre substance, de votre richesse. Donc, le but, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez pas vous enrichir, d'accord? Donc, on va casser tous les leviers d'enrichissement. Tous, sans exception. L'immobilier, la bourse est très attaquée, d'accord? Là, il parle d'immobilier, mais la bourse est très attaquée, le revenu du capital est très attaqué, le revenu du travail est très attaqué, le revenu de l'entrepreneur, de la société est très attaqué. Bref, c'est attaqué dans tous les sens. Et comme Philippe Béchade le dit, il y a quelques petits moyens d'optimiser ses impôts pour échapper, entre guillemets, échapper partiellement à cette pression fiscale, mais en fait, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Et comme je le disais, le français lambda, lui, n'a pas le temps de s'informer, n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et donc, il subit continuellement cette routine. Et le but, c'est de vous affaiblir le plus possible pour que vous soyez dans cette catégorie de personnes. La personne qui n'a pas le temps de relever la tête et qui ne comprend pas en fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on prend l'argent dans vos poches et avec cet argent, on s'enrichit. Par contre, vous, jour après jour, mois après mois, année après année, la seule chose que vous faites, c'est vous appauvrir. Et vous ne pouvez pas vous enrichir, c'est impossible. L'ascenseur social, ils l'ont explosé de tout en haut et ils n'ont même pas fait en sorte de le renvoyer, hein, tu ne peux pas le réparer. L'ascenseur social, ils l'ont torpillé. Ils ont fait en sorte que tu ne puisses plus évoluer dans la société. La seule chose que tu peux faire, c'est descendre plus bas. Vraiment, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'est tout. Alors, tu peux essayer de t'en sortir en créant une entreprise. Tu peux essayer de t'en sortir en investissant, en faisant en sorte que ton argent travaille, mais la seule chose que tu vas faire, c'est à la limite te protéger de l'inflation. Parce que toutes les décisions qu'ils prennent là, en plus de t'appauvrir, c'est ultra inflationniste. Donc globalement, la seule chose qui te reste à faire, c'est prier pour que ça s'arrête. Et c'est pour ça que depuis le début de la vidéo, j'insiste sur le fait que François Xavier, pour lui, la seule lueur d'espoir, c'est le FMI. C'est pour te dire à quel point ça devient dingue. C'est-à-dire que tu espères qu'on te mette sous tutelle et que des gens extérieurs à la France viennent prendre les rênes du budget et des dépenses et disent « Bon, vous faites n'importe quoi les gars, on va quand même essayer d'arranger les choses. » Alors évidemment, ça ne sera pas arrangé du tout, hein. On va juste vider le pays des derniers centimes qui leur restent et c'est tout. On va vous mettre dans la misère et ensuite vous allez travailler pour payer une dette qui ne se remboursera jamais en plus. Donc en gros, vous devenez des espèces d'esclaves modernes, des esclaves déguisés, mais des esclaves quand même, quoi. On en est déjà partiellement, mais là, ça sera total. C'est dingue quand même, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, ah vache. Quel point, mais en quelques années, ça a déraillé, mais d'une vitesse incroyable. Quand j'ai commencé mon éducation financière, j'ai commencé à écrire un livre, je vais vous montrer ça. J'ai commencé à écrire un livre. Voilà, ce livre, c'est Objectif millionnaire. Donc là, c'est l'étape 2. J'avais l'intention d'écrire 6 livres. Donc l'étape 6, c'était la vie de millionnaire. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais ambitieux. J'avais l'ambition de devenir millionnaire. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas. Très honnêtement, aujourd'hui, si j'arrive simplement à vivre correctement, c'est déjà pas mal.
Mais à l'époque, avant 2020, il y avait vraiment les moyens de devenir millionnaire. Si vous aviez un peu d'argent et de l'huile de coude et du courage, vous pouviez être millionnaire en 5, 10, voire 15, 20 ans. Dire millionnaire en 20 ans, en travaillant toute ta vie, ça n'arrivera jamais. D'accord? En travaillant toute ta vie et en mettant tous tes revenus de côté, tu ne seras jamais millionnaire. Alors que si tu investissais, et si tu investis toujours d'ailleurs, il faut toujours investir, même si c'est la merde, il faut toujours investir. Mais si tu investissais il y a 10, 20 ans, eh bien, au bout de 20 ans, tu pouvais être sûr et certain d'être quasiment millionnaire. Quasiment parce que tu frôlais le million ou tu l'avais dépassé. Ça dépendait de tes investissements et de ta façon d'investir, ton niveau de risque, etc. Mais globalement, c'était possible. Donc j'ai commencé à écrire tout ça. Et très sincèrement, aujourd'hui, tout a véritablement changé. Dans ma tête, tout a véritablement changé parce que c'est devenu extrêmement compliqué de devenir millionnaire. Aujourd'hui, je vous le dis, hein, l'espoir, il est comme François Xavier. Hein. Mon espoir, c'est que ça s'arrête, que quelqu'un mette fin à tout ça, en fait. Alors, il y a une lueur d'espoir de l'autre côté, enfin, sur l'autre continent, c'est Trump qui vient de passer au pouvoir, qui vient de devenir 47e président des États-Unis. Et ça met un grand coup de pied à la fourmilière. Et franchement, ça change tout. Ça rabat les cartes. Et en France, ce qu'il nous faudrait, c'est la même chose. Alors nous, on va avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que là-bas, ils vont se recentrer sur leurs intérêts. Par contre, nous, ils vont nous lâcher et on va se taper la Commission européenne en mode full offensive, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement à un niveau de déchéance ultime qu'ils vont nous en mettre plein la gueule. D'accord? Ils vont se sentir abandonnés, ils vont se sentir minables, parce qu'on est minable, clairement. Quand tu vois qu'ils ont vidé l'économie de l'Europe, qu'ils ont flingué l'Europe, et que tout le monde entier, à côté de ça, se développe, ont des économies en croissance, malgré qu'ils soient en guerre pour la Russie, etc., que la Chine est devenue un moteur économique, que la Russie est devenue un moteur économique, que l'Amérique s'en sort toujours très bien, et que si elle se recentre sur ses intérêts, elle va peut-être pouvoir booster un petit peu son économie, faire en sorte que la qualité de vie des Américains s'améliore, etc. Bah tout ça, l'un dans l'autre, ça fait qu'on passe pour des gros... Ça fait qu'on passe pour des gros clochards, d'accord? On passe pour des énormes clochards. Et ils le savent. Et ils vont mettre les bouchées doubles pour essayer de faire en sorte que cette fédération de l'Union européenne se fasse le plus rapidement possible, pour essayer de créer de la masse monétaire dans tous les sens et faire en sorte de vider encore plus nos pays tout en s'en mettant plein les poches. C'est incroyable. Mais voilà. À l'époque, j'avais une ambition, c'était de faire de l'éducation financière, c'était de partager mes connaissances sur l'immobilier, sur la bourse, sur l'entreprise, etc. Aujourd'hui, bah, le livre, il est en pause parce que ça change tellement vite que ça sert à rien que j'écrive quelque chose qui va être mis au rebut d'ici quelques semaines. Périmé, littéralement périmé. Ça sert à rien. Je sais plus où je voulais en venir quand j'ai commencé à faire cette parenthèse, mais en tout cas, ça m'a amené à vous parler de ce livre et ça fait le parallèle avec en 4 ans, à quel point c'est devenu misérable. Ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment très très peur. Donc, là où en France, on aurait encore un moteur qu'on pourrait redémarrer nous-mêmes sans demander son avis à Ursula von der Leyen ou à Christine Lagarde ou je ne sais pas à qui ou FMI, on s'interdit absolument de le faire. D'abord parce qu'il y a la détestation de l'hôte de l'Élysée pour l'immobilier. Il y a les taxes foncières qui vont exploser de façon folle. Donc, bien sûr, ça ne pourra jamais être aussi fou qu'à Paris, mais ça va quand même augmenter partout de 5 à 7% par an au minimum. Donc, c'est à croire que le seul truc qu'on pouvait éventuellement redémarrer par nous-mêmes, on fait tout pour être sûr que ça ne redémarrera pas. Aller convaincre quelqu'un aujourd'hui de faire un investissement pour faire de l'Airbnb ou du locatif, c'est devenu impossible. Alors surtout Airbnb, j'en profite parce qu'il y a une petite nouvelle aussi sur Airbnb, parce que c'est tous les jours fête. On va prendre la TVA maintenant sur Airbnb. Donc voilà, c'est cadeau. On prend la TVA sur le Airbnb. Donc en gros, c'est le consommateur qui va encore une fois payer.
parce que ça va être répercuté sur le prix de location. Donc forcément, toi, le consommateur, tu veux aller une journée ou deux prendre un petit Airbnb pour te détendre, et ben tu vas donner 20% de plus à l'État. Donc tu vas prendre des sous-sous dans ta poche, comme dirait François Xavier, et puis tu vas le donner à Monsieur Macron. C'est magnifique. Je- Mais et si ça, c'est pas des mesures ultra inflationnistes, je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que c'est, parce que là, ça va pas dans la poche de celui qui va te louer le Airbnb, ça va directement dans la poche de l'État. Par contre, toi, ça te part de ta poche à toi, hein. Toi, les 20%, tu les vois vraiment partir. Et par contre, le locataire, lui, enfin le loueur, lui, il a rien du tout, hein. Lui, c'est juste le droit de payer sa taxe. Et puis voilà. Par contre, ses prix ils augmentent. Ses prix augmentent, forcément. Forcément. Mesure ultra inflationniste. Donc, Oui, ah oui. donc vous louez Ah votre oui. Airbnb, 20% de TVA. Allons-y. C'est ça, Allons-y. vous le réintégrerez dans le prix de location. Il rigole, mais en vrai, parce que je regarde assez souvent ces vidéos en ce moment parce qu'il fait vraiment. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Vraiment, très honnêtement, je travaille tous les matins. J'aimerais le faire. J'aimerais regarder tous ces rapports, l'Assemblée nationale en train de s'écharper dans tous les sens pour te pondre des taxes et des conneries, des normes, des impôts dans tous les sens, histoire de t'en prendre toujours plus. Mais lui, il couvre ces informations-là, il couvre cette actu. Et depuis que Barnier est au gouvernement, c'est la fête du slip. C'est, comment dire, c'est le concours de celui qui va trouver la taxe la plus délirante, la plus créative, la taxe la moins visible, mais des taxes. Toujours des taxes, des taxes, des taxes. Il faut trouver des taxes, il faut trouver des moyens de te faire les poches. C'est-à-dire que quelques centimes par là, quelques euros par-ci, quelques centimes par-là, etc. Bref, tout cumulé, à la fin, bah, tu perds 200, 300, 400, 500 euros sur ton pouvoir d'achat tous les mois. Mais toi, tu le vois pas. Tu vois juste en fait ton argent fondre, tu comprends pas ce qui se passe. Surtout si, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es endormi. C'est-à-dire que tu es tellement la tête dans le guidon, hein. T'es là, tu n'arrives pas à relever la tête tellement. Tu croules sur les charges. Tu as un train de vie qui est juste délirant, hein, d'accord? C'est-à-dire que tu travailles vraiment pour payer tes factures et ta nourriture, et point barre. Et si tu t'arrêtes de travailler, t'es mort. Donc tu as la tête dans le guidon. Tu peux pas t'arrêter de pédaler. Donc tu vas à fond la caisse et t'as pas le temps de regarder ce qui se passe autour de toi. Par contre, ce que tu constates, c'est que tous les mois, tu travailles de plus en plus, tu galères, tu fais du black, tu vas essayer de revendre des trucs, tu vois, tu vas faire le tour de tes armoires, tu vas dire, bon, allez, ça, j'en ai pas besoin, je revends. Ça, j'arrête, si j'arrête ça, tu vas réduire ton train de vie, tu vas réduire ta qualité de vie, mais par contre, tes factures, elles augmentent, tu comprends pas. Bah, c'est le but, en fait. Des petites taxes à droite, à gauche, tu comprends pas ce qui se passe, mais t'en prends plein la tronche. Et quand je le vois, là, rigoler comme ça, là, bah, tu sens que c'est juste... Surtout que lui, pour lui, c'est des incompétents. Pour lui, c'est des gros gogoles. D'accord? Pour lui, c'est tous des incompétents. Pour moi, c'est des corrompus, c'est des gens qui pensent qu'à leurs intérêts personnels et qui font partie d'un système qu'ils défendent corps et âme en te faisant croire, évidemment, que le but principal, c'est de défendre l'intérêt des Français, mais que nini, hein, en vrai, hein, c'est juste un moyen de subsister, de continuer à consommer, de faire en sorte de conserver des avantages et de cumuler des mandats et des retraites. C'est tout, hein, ça va pas plus loin. Mais pour lui vraiment, c'est tous des incompétents qui ont de la créativité dans la création de taxes et d'impôts. Donc forcément que ça le fait rigoler, c'est juste... Regardez-le, c'est expressif comme c'est pas permis. Ça fera pas l'inflation. C'est le locataire. C'est le locataire qui va avoir son prix augmenté de 20%. Ah bah c'est cool, c'est merveilleux. Mais c'est incroyable. Non mais Ça te donne envie d'aller en vacances? Juste comme ça te donne envie d'aller en vacances? Si tu te dis que d'un coup, tu vas payer 20% de plus, bah finalement, le Airbnb va vite devenir, comment dire, passable. Et puis tu vas te dire, bon, bah, quitte à payer 20% de plus, je vais peut-être aller à l'hôtel, hein, ça me coûtera peut-être moins cher. Va se savoir. Ça dépend où tu vas, mais l'un dans l'autre. Ah, puis c'est, encore une fois, c'est ultra inflationniste, quoi, bordel. Si tous les prix augmentent dans tous les sens et si les gens s'appauvrissent, il y a un moment donné, comment on va faire? Mais c'est incroyable. On est dans une période de créativité fiscale complètement folle, mais complètement folle. L'État, qui prend déjà la moitié de la richesse du pays, n'arrive pas à boucler ses fins de mois.
et il veut en prendre davantage. On est le pays le plus taxé. Et j'ai encore des gens dans mes commentaires qui disent « Ouais, mais ça arrive que c'est... » On est le pays le plus taxé pour l'instant, donc le plus taxé de l'OCDE, donc des pays qui sont développés, industrialisés. L'État nous prend déjà plus de 50%. Mais quand l'économie sera cassée la gueule, d'ici 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas jusqu'où ça tiendra, mais quand l'économie sera cassée la gueule, on va dire d'ici 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah tu seras plus à 50%. Tu seras à 60, à 70, à 80, voire peut-être à 90%. Tu sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller, hein. Mais clairement, je pense on est déjà dans un enfer fiscal, mais je pense qu'on va inscrire la France dans l'histoire en termes d'impôts, de taxes, de fiscalité, de niveau de qualité de vie dégradée, de clochardisation. Bref, on s'est pris la mondialisation dans la gueule et on s'est pris des mauvais choix en termes d'élection déjà. On a mis les mauvaises personnes au pouvoir et surtout on s'est laissé endormir par la technologie. C'est-à-dire qu'on a, en France, depuis que la technologie a pris le relais sur l'homme, ben on n'a pas cessé de se laisser abêtir. C'est-à-dire qu'on a reposé tous nos efforts sur ça, sur le téléphone, sur Internet, etc. Par exemple, niveau intellectuel, bah écoute, grammaire, français, ChatGPT le fait très bien. Mathématiques, j'ai une calculatrice. Je veux une information, une date ou quelque chose comme ça, je vais sur Internet. Bref, pourquoi apprendre? Pourquoi surcharger mon cerveau quand je pourrais me détendre, regarder la télé, me laisser tranquillement aller, regarder les anges de la télé-réalité, regarder Secret Story, regarder Déco ou je sais pas quoi, tu vois? Se laisser aller sur Netflix, Amazon Prime, consommer, poser son cerveau dans un coin et se laisser aller. Et finalement, tu t'abêtis. Tu t'abêtis et tu te rends même pas compte que l'État, que les gens qui sont en train de diriger le pays sont en train de te mettre à la rue, littéralement. Tu t'en rends pas compte parce que tu comprends pas. T'as pas les neurones qui sont connectés, t'as pas les synapses, t'as pas les connexions mentales pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'on t'a pas appris. Quand tu regardes la télé, quand tu allumes une chaîne d'infos et que tu as pas le niveau d'éveil suffisant pour comprendre que c'est de la propagande, bah toi, figure d'autorité, tu te dis bon, c'est un journaliste. Moi, quand je suis né, bon, il y a 35 ans, mais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, bon, allez, il y a 20 ans, j'avais une vision du journalisme. C'était un métier délirant, tu vois. Moi, pour moi, journaliste, c'était là, quoi. Tu vois, tu te dis, waouh, les mecs, c'est un métier, c'est un truc de fou, quoi. Et puis, bah, si tu as gardé cette image en tête, bah, pour toi, c'est une figure d'autorité. Donc, si le journaliste, il fait son travail et il dit, bon, là-bas, il se passe ci, il se passe ça, le chef d'État fait ci, ça, c'est pour ton bien, t'inquiète pas, bah, toi, t'y crois. Tu vas pas chercher à creuser plus loin, t'y crois. Tu prends ce qu'on te donne comme argent comptant, tu gobes la merde qu'on te donne et puis tu trouves ça bon. Puis un jour, tu prends la pilule rouge et tu te rends compte que waouh, en fait, le monde, c'est la matrice et qu'en fait, tu étais dans un rêve et qu'on se fout de ta gueule depuis longtemps et que finalement, tu te retrouves en slip dans ta petite capsule. Là, tu te réveilles et tu te dis waouh, c'est quoi cet enfer? Bah voilà, bienvenue dans la réalité, mon frère. Et c'est ça le problème des Français, hein, c'est vraiment le niveau de gogolisation de la population, hein. Et enfin, j'attaque personne, hein, je veux dire, c'est de la faute de nos États, c'est de la faute de nos institutions qui sont censées nous apprendre des choses qui, en fait, ne nous apprennent rien vraiment, hein. Ça nous apprend à travailler, à créer un peu de richesse, un peu d'économie, mais sinon, ça nous apprend rien. Ça nous apprend pas à réfléchir par nous-mêmes, à distinguer la vérité du mensonge, ça nous apprend pas à voir si on se fait en faire les poches ou pas, ça nous apprend pas à créer de la valeur, à créer de la richesse, ça nous apprend rien en fait. À part survivre 30 jours en allant échanger notre temps, nos compétences, notre énergie contre un peu d'argent, l'État et l'éducation nationale, même les écoles privées, ne nous apprennent pas à faire autre chose que ça, à faire partie de la rat race, à être un esclave. Et un esclave, la seule chose qu'il doit faire, c'est rapporter de l'argent à son maître. Voilà. Il faut qu'il soit rentable, l'esclave, hein. C'est... Ouais. Vive la France. Dès que je dis il y a un problème, je montre un problème.
On me dit, mais c'est pas normal, on est dans un pays néolibéral. Mais on est le pays le plus taxé de l'OCDE. On est le pays qui redistribue le plus dans l'OCDE et la part de l'État dans le PIB, c'est 60%. Expliquez-moi où est le libéralisme là-dedans. Ouais. Et on est le pays en plus de ça où l'argent public, théoriquement, affecté budgétairement aux services publics, soins, justice, enseignement, etc. On est le pays où la qualité de tout, et en Europe, là de très loin, on est le pays où tout se dégrade de la... Tout se dégrade, mais de manière grand V. Et comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo et sur d'autres vidéos, pour moi, c'est voulu. Tu peux pas faire en sorte que ton pays soit le pays le plus taxé au monde. L'enfer fiscal par excellence, c'est la France. Tu peux pas faire en sorte que le pays soit un enfer fiscal et à côté de ça, que tous les aspects de ton pays se cassent la gueule. Santé, sécurité, éducation et tout, en fait, tout. Tout, l'industrie, l'économie, bref, tout se casse la gueule. Tu peux pas juste mettre ça sur le dos de la crétinerie des gens qui te dirigent. C'est juste pas possible. Sachant que, j'ai regardé un reportage qui s'appelle 3000 milliards de dettes. Je vais juste vous montrer la miniature. Voilà, donc c'est ce film-là, 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite. Et ça se passe sur la chaîne du contribuable associé. Ça dure 1h40, mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son intégralité parce qu'on y apprend plein de choses. Et notamment que sur 1000 € de dépenses, l'État dépense seulement, hein, d'accord, 60 € dans ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la sécurité, la justice et toutes les autres fonctions régaliennes de l'État. Donc sur 1000 €, on a seulement 60 € qui vont là-dedans et qui se partagent dans ces dépenses-là. Donc c'est normal que la France se clochardise. Et en plus, sur les 60 € qui sont versés sur les fonctions régaliennes, ils sont mal utilisés. Elles vont dans des dépenses qui sont inutiles, elles vont aller payer des personnes qui sont improductives et elles vont très rarement dans les bonnes poches. Donc, on a le constat qui est que la France s'appauvrit sur tous les aspects. Et c'est dramatique d'en arriver là. Hein. Mais vraiment, allez voir ce reportage, ce film documentaire. Je vous assure que vous allez tomber des nues. Vous allez déjà comprendre ce qui s'est passé avec la dette et vous allez comprendre un peu mieux pourquoi on en est là et comment ça se fait qu'on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous les gens. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a d'autres vidéos comme ça qu'il faut regarder qui sont très instructives, mais celle-là, elle est très parlante. Déjà rien que sur les dépenses et sur le pourquoi du comment on en est arrivé à 3000 milliards de dettes. Et bientôt 4000. Hein. Clairement, d'ici 1 ou 2 ans, on y est. Hein. 4000, c'est easy. Hein. Des process pour rendre justement les institutions publiques fédérales plus efficaces. Bref, c'est un grand écart total. Et face à ça, nous, on n'a pas la prise, évidemment, on n'a pas les moyens de retourner le sens de l'histoire. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est essayer d'échapper aux taxes. Vous vous rendez compte où on en est? Oui, parce que nous, moi, je fais des vidéos, j'essaie d'informer des gens, même si je me fais poutrer, mais littéralement, je me suis fait détruire ma chaîne par l'algorithme YouTube qui m'a censuré comme jamais. Mais je continue à le faire, même s'il y a 2-3 vues, je m'en bats les couilles. Si j'arrive à faire réveiller 1 ou 2 personnes de temps en temps, ça me va très bien. Parce que des fois, sur une vidéo qui a été vue 10 fois, je vois qu'il y a une personne qui l'a regardée 20-30 minutes. Ça veut dire que peut-être dans sa tête, ça a fait un déclic. Et du coup, l'un dans l'autre, je participe à ma manière à essayer d'éveiller les gens et à faire en sorte que les gens se réveillent. Vous voyez l'image avec le chien qui dort, j'essaie de faire en sorte que le chien ouvre ses yeux et monte les crocs. Hein, que l'État se dise, ok, là il montre un peu trop les crocs, on va se calmer. Tu vois, on va peut-être faire un retour en arrière. Tu vois, on va se méfier. Tu vois. Ça, c'est ma contribution. Mais on ne peut rien faire d'autre, en fait. Tu peux essayer de protéger ton blé, tu vas acheter de l'or, tu vas le planquer sous ton plancher. Je sais pas, tu peux faire plein de choses, mais globalement, retourner la table, ça va être difficile. Sans un homme d'État fort, puissant, comme par exemple aux États-Unis, Trump, qui arrive avec des soutiens colossaux, hein. Je veux dire, les personnes avec qui il arrive au pouvoir, là, ça peut vraiment faire pencher la balance parce qu'il a vraiment des leviers. Tu vois, il a des leviers puissants. Nous, en France, on n'a rien. Ils nous ont tout piqué en termes de pouvoir et de levier, on n'a rien. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se cacher sous la table en espérant que le séisme passe, tu vois, en espérant que le ciel s'éclaircisse. Après la pluie, le soleil. Là, pour l'instant, on est dans une période... c'est
t'es la tête sous l'eau, là. Là, tu te prends une douche froide, mais vénère, hein. Par contre, ceux qui t'arrosent, c'est pas la météo, c'est pas le mauvais temps, hein. C'est les dirigeants qui sont là avec leur arrosoir et qui se fendent la gueule. Ah, t'as vu ces comptes français, là. Putain, ils ont même pas de quoi s'acheter un parapluie, quoi. C'est c'est des images, mais vous comprenez un peu l'idée, quoi. On ne peut rien faire à part essayer de réduire son exposition à la taxe et à l'impôt. C'est c'est quand même effroyable, hein, comme situation, hein. On n'est pas à se dire où est-ce qu'il faut investir pour profiter du rebond de l'Europe, des futurs projets spatiaux d'Elon Musk. Voilà, et c'est pour ça, vraiment, cette phrase-là, juste cette phrase-là isolée, je pourrais en faire un short. C'est pour ça, littéralement, que j'ai arrêté d'appeler cette chaîne l'Académie des millionnaires et que j'en ai fait la pilule rouge. C'est parce que je ne sais plus où investir sans que l'État vienne me faire les poches. Donc comment moi je pourrais proposer des vidéos d'investissement et de liberté financière alors que je ne sais même pas quoi faire moi-même? C'est impossible. Aujourd'hui, on est dans un état où on doit survivre. On est en mode survie là. On est en mode hibernation et pas en mode investissement. Là, c'est le bear market, mais pour les investisseurs, d'accord? Et en France, on en est là. Et c'est délirant. Regardez la tête de François Xavier, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on va mettre un casque lourd pour essayer d'échapper à la taxe. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut même pas dire aux gens, investissez dans un truc d'avenir. Là, aujourd'hui, on en est à dire, regardez ce rapport, vous allez peut-être pouvoir sauver 10-15 000 euros. Vous sauverez pas tout, vous en sauverez un petit peu. Et ça m'amuse parce que justement, oui, effectivement, Donald Trump dit qu'il va peut-être arrêter, je suis pas sûr que je le fasse, mais qu'il va peut-être arrêter l'impôt sur le revenu, et nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais l'impôt sur le revenu en France, c'est pas très vieux. Ça date de 1914. Première guerre mondiale. Exactement. Voilà. 1914, c'est un impôt temporaire. L'impôt sur le revenu. Petite parenthèse, l'impôt sur le revenu, actuellement, il couvre à peine la charge de la dette. Je crois que l'impôt... Attends, on va juste regarder cette information. Mais en 2023, en tout cas, il couvrait à peine. C'est-à-dire qu'on était à 74 000 milliards, je crois, d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire que ça couvre à peine les 50 milliards de dettes, quoi. Et d'ici 2027, ça suffira même plus. On va aller voir ça. Voilà, donc pour 2024, on était sur 94 milliards d'impôts sur le revenu. Donc d'ici quelques années, la charge de la dette va être égale, voire supérieure à cet impôt sur le revenu. Notamment parce que l'impôt sur le revenu, la part d'impôt sur le revenu va baisser. Pareil pour l'impôt sur les sociétés. Parce que mécaniquement, si tu détruis de l'emploi, si tu détruis de l'industrie, si tu détruis des entreprises, il y aura de moins en moins de personnes à imposer parce que les revenus ne suivront plus. Il y aura de plus en plus de chômeurs, il y aura de plus en plus de personnes dans la pauvreté. Et donc forcément, mécaniquement, tu prélèveras moins d'argent. Parce que l'assiette fiscale va se réduire. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Donc tout ce qu'ils font, c'est nous jeter droit dans un mur et regarder ce qui va se passer, quoi. C'est un peu l'épreuve du crash test. Tu mets un mannequin ou deux dans la voiture, puis tu la fous à pleine vitesse sur un circuit, et puis en face, tu mets un mur, quoi. Puis tu regardes ce qui se passe au ralenti avec des caméras dans tous les sens. Puis ils se fendent la gueule, quoi. Tu vois. Puis évidemment, les pantins qui sont dedans, c'est les Français, hein. Vous avez compris l'idée, quoi. Je sais pas si c'est drôle, François Xavier, mais t'as l'air de bien rigoler. Mais voilà, quoi. Ça fait peur, hein. C'est un impôt temporaire de 1914, promis juré, ça ne durera que le temps de la guerre. Et puis zou, on l'a encore aujourd'hui, et vraiment on serait très surpris que ça s'arrête demain. Et aux États-Unis, on commence à parler de l'arrêter. Mais c'est merveilleux, la France, c'est merveilleux. C'est pour vous dire à quel point les États-Unis vont changer, vont rabattre les cartes, quoi. Je veux dire, si demain ils remplacent l'impôt sur le revenu par la taxation douanière ou l'impôt sur l'import-export. Enfin, moi, je ne sais pas trop ce qu'ils comptent faire. J'en ai entendu un peu parler, mais je ne veux pas dire de conneries. Mais globalement, voilà, ils comptent faire payer les étrangers, donc les pays voisins, plutôt que les résidents américains. Je ne sais pas s'il peut le faire. Je ne sais pas si ça représenterait suffisamment d'argent pour pouvoir le faire, mais en tout cas, c'est sur la table. L'idée a été émise. En France, on n'en est pas là, hein. On est vraiment, comme il le dit, hein, c'était un impôt provisoire, c'est un impôt éphémère qui est encore d'actualité et qui le sera sûrement dans plusieurs années. Parce que regardez, tout simplement, on va retourner sur le truc 2024. Regardez la part
sur l'assiette fiscale. Regardez la part que ça représente, quoi. L'impôt sur le revenu, ça représente carrément un quart, un quart. Donc c'est juste énorme. Si demain, ils se coupent de un quart de recettes, ça veut dire qu'il va falloir emprunter sur les marchés 94 milliards en plus. Sûrement que ça aura augmenté encore plus sur l'année d'après. Donc tu peux pas, c'est juste pas possible. Donc c'est un impôt qui va rester permanent. Et tous les impôts qui sont, entre guillemets, éphémères, provisoires, c'est temporaire. Vous inquiétez pas les gars, c'est temporaire. Tiens, tu peux te le mettre temporairement dans le fiac. Tu verras si dans 1 an ou 2 ou 3, tu l'auras encore ou pas, quoi. Et voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, je vous invite à la regarder entièrement. Elle dure 1 heure. Et à un moment donné, il parle de l'industrie, justement, de Michelin, de ce qui se passe avec Volkswagen et du coup de l'énergie, en fait. Parce que le problème principal, il est là, hein. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Et si tu te coupes de l'énergie abondante et pas chère, ce qui s'est passé en France, en Allemagne, bah, faut pas s'étonner si demain tes peuples sont en train de manger des cailloux, quoi. C'est juste logique. Tu es dans un pays industrialisé, où il y a des machines qui fonctionnent. Des machines qui fonctionnent avec de l'énergie. Si demain le coût de l'énergie explose dans un marché qui est mondialisé, t'es mort. T'es mort. Parce que tes consommateurs qui sont sur place, eux, ils n'ont pas conscience de ça. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc eux, ils vont acheter des produits en Chine, ils vont acheter des produits aux États-Unis, ils vont acheter des produits, je ne sais pas où, hein, ils vont acheter des trucs pas chers. Des trucs moins chers qu'en France. Bah, ce qui se passe mécaniquement, c'est que tu appauvris la France, tu enrichis des pays voisins, et puis au final, tes entreprises, elles n'arrivent plus à survivre. Parce que l'argent ne rentre pas, et en plus de ça, on leur demande chaque année de plus en plus d'argent juste pour faire tourner les machines et l'industrie. Bah, à un moment donné, ils mettent la clé sous la porte ou ils délocalisent, ils vont voir si le voisin leur propose un meilleur tarif sur le prix de l'énergie, quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas plus loin, ça va pas plus loin. C'est de la logique, c'est de l'économie élémentaire, j'ai envie d'appeler ça comme ça. C'est vraiment la base de la base de la base. Comment tu fais tourner ta machine et combien ça te coûte? Si ça te coûte trop cher, bah tu la fais pas tourner, quoi. Tu démarres même pas le moteur. T'achètes même pas la machine, en fait. Ça va pas plus loin que ça, hein. Bon, enfin, moi, j'ai donc une vision assez pessimiste des choses et j'ai l'impression que l'élection américaine ne va faire qu'accélérer la chute de la France, de l'Europe d'une manière générale, mais de la France tout particulièrement parce que j'ai vu comment fonctionne notre nouveau gouvernement. Bon, j'avais aucune illusion. Mais enfin bon, là maintenant, on l'a vu en application. J'ai vu comment fonctionnaient nos députés et je me dis qu'il n'y a rien. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui étaient éveillés et juste un minimum informés sur le fonctionnement de l'Europe, la Commission européenne, et de cette soumission qu'ont les États par rapport à cette Commission européenne. Clairement, quand je vous dis qu'on a donné les clés du pays à la Commission européenne, c'est pas pour rigoler, hein, c'est une vraie image qu'on les a données. Et donc, quand on a vu Barnier arriver, c'était levé de bouclier, quoi. C'était censuré dans tous les sens ce mec-là, parce que c'est la Troïka. C'est la Troïka. Et aujourd'hui, on le voit, hein, c'est la Troïka. Alors, on va pas baisser les dépenses qui pourraient nous faire économiser de l'argent, non, non. On va baisser des dépenses qui sont essentielles pour les Français, et puis on va les taxer, et on va faire en sorte que le niveau de vie général s'écroule. C'est la Troïka. Et tout le monde l'a dit, hein, dès qu'il arrivait, tout le monde a vu ce type-là arriver, on a dit c'est bon, c'est mort. Tous ceux qui se sont rappelés de la douille qu'ils ont mis avec le traité de Lisbonne, ils ont dit non, s'il vous plaît, pas lui. Bah si, lui, il est là et il y reste. Et aujourd'hui, bah il n'y a pas de secret, quoi. C'est Troïka, c'est misère. Voilà, on va y aller. Et effectivement, il n'y avait rien à attendre de lui, quoi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Philippe Béchade a une petite vision un peu plus positive que moi parce que, eh bien, il vous donne la possibilité de trouver des endroits où vous allez réussir à sauver votre argent, sauver une partie au moins de votre argent des griffes de l'État. Je vous encourage donc à télécharger le rapport sur la taxation, comment essayer de protéger au mieux votre épargne de ce qui est en train de nous arriver et de ce que vous allez connaître
dans les mois qui viennent et l'année prochaine, ça va être assez sanglant, quoi qu'il aille. Mais voilà, s'il y a un moyen de se protéger, allez-y, c'est gratuit. Hein. Donc, n'hésitez pas, téléchargez, c'est gratuit. Et vous allez réussir à sauver une partie de votre épargne. Philippe Béchade, merci pour cet éclairage et pour le guide. Une nouvelle fois. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez avec vos amis parce qu'eux aussi ont peut-être envie de sauver leur épargne. Donc n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, et je vais mettre, je pense, si j'y pense, en tout cas, le lien dans la description de ce manuel, ce guide pour essayer d'échapper comme on peut à l'impôt. Si vous avez de l'argent, si vous avez des investissements, etc., ça peut être intéressant pour vous. Évidemment, si vous n'avez pas de cash, si vous n'avez pas d'argent à protéger, bon, bah, à la limite, vous pouvez vous en passer, mais ça peut être très intéressant pour vous de consulter ce truc qui est gratuit. Hein. Je veux dire, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le consulter et ça peut peut-être vous aider à faire des économies, entre guillemets, des économies. On ne devrait même pas appeler ça des économies. Je veux dire, c'est de l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front. On s'est battu pour le gagner. Donc, il y a un moment donné, si on appelle ça des économies, tu le fais en réduisant tes dépenses. Tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, je ne vais pas au restaurant, je vais me faire un petit plat à la maison, je vais manger des coquillettes, par exemple, et puis voilà, ça me fait économiser 20, 30, 40 balles, 50 balles, 100 balles, ça dépend à combien tu y vas, où tu vas, etc. Mais c'est ça, faire des économies, c'est faire un sacrifice. Là, tu te sacrifies sur de l'argent que tu as déjà gagné. C'est ça le drame, en fait, en France, c'est que l'État est devenu ton pire ennemi. Comment veux-tu être serein dans ta tête en sachant que l'État, qui est tout puissant, qui est omniprésent, qui est absolument partout, qui a des moyens de contrôle ahurissants, tu ne peux pas lui échapper quasiment. Comment tu veux être sain dans ta tête en sachant que tu as une épée de Damoclès qui menace de tomber, de te trancher la tête à n'importe quel moment? C'est compliqué. Et je trouve ça hallucinant d'en être arrivé à une situation où tu dois faire des économies sur de l'argent que tu as déjà gagné. C'est pour ça que, comme je vous le dis hein, depuis plusieurs vidéos, mangez une pilule rouge tous les jours. Informez-vous, vous regardez des vidéos continuellement sur l'économie, sur l'actualité, sur la politique, et vous allez comprendre des choses. Votre vision va s'éclairer, vraiment, ça va s'éclairer parce que ils s'en cachent même plus en fait. Ils s'en cachent même plus. Ils savent tellement que les gens n'ont plus le temps de s'informer correctement, qu'ils ont comme figure d'autorité les médias mainstream, que finalement, ils n'ont rien à craindre en fait. Pourquoi s'en cacher? Pourquoi s'en cacher? Les gens sont continuellement la tête sous l'eau. Ils n'ont pas le temps de regarder ce qui se passe au-dessus. Ils n'ont pas le temps de regarder s'il fait beau, s'il fait moche, s'il pleut, s'il vente, s'il neige. Non, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans le travail continuellement. Ils sont appauvris à un point où ils n'ont plus le temps de réfléchir, plus le temps de s'informer, plus le temps de s'éduquer, plus le temps d'être intelligent. Et donc, on est une population de cons et de pauvres. En France, on est une population de cons et de pauvres. Et ça sera de pire en pire. On sera des ultra-cons et des ultra-pauvres un jour. Et moi le premier. Hein. Si je n'avais pas fait le premier pas de m'informer, de me rééduquer et de comprendre ce qui se passait, j'en serais toujours au point où je serais un pauvre et un con. Mais vraiment, dans le sens strict et pur du terme. Je serais pauvre parce que j'aurais pas mis d'argent de côté, j'aurais pas investi, je ne saurais même pas comment investir, et con, parce que je ne saurais pas comment investir, où placer mon argent, pourquoi le placer, et surtout, j'aurais pas la vision pour me rendre compte qu'on se fout de ma gueule, quoi. Je me rendrais même pas compte. Je serais là en train d'insulter l'État sans comprendre pourquoi, en fait. Et le but, c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'une fois que tu as compris, tu peux te défendre. Actuellement, on n'a pas les moyens de retourner la table, mais on peut essayer de se défendre, déjà en protégeant notre argent. Et ensuite, demain, quand il y aura un réveil populaire général, parce que ça finira par arriver, hein, j'espère que ça arrivera avant qu'il soit trop tard, mais ça finira par arriver, eh bien, comme on sera conscient et qu'on aura appris à se défendre, à voir la vérité, à voir le mensonge, etc., eh bien, on pourra réveiller les autres qui seront encore un peu endormis, on pourra les éduquer et on pourra faire en sorte que tout le monde, tous ensemble, eh bien, on se lie les uns avec les autres pour combattre ce mal qui, malheureusement, devient chaque jour de plus en plus puissant, de plus en plus fort, de plus en plus menaçant. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal. Quand on est réveillé avant les autres, ça fait mal. Hein. Vraiment, regardez le film Matrix,
le mec qui prend la pilule rouge et qui se réveille dans ce monde de ouf, alors que tous les autres sont encore endormis et dans la matrice, eh bien, quand tu as vu suffisamment d'horreur et quand tu vois ce qui t'attend et où ça va te mener, bon, bah t'as limite envie de reprendre une pilule bleue, de dire bon, allez, j'oublie tout, et puis je me laisse vivre, quoi. Je profite de la vie, je dépense mon fric, je pense pas à demain, et on verra bien. On se laisse couler. Et puis au pire, on fera le cassos, et puis on dépendra de l'État, et puis voilà, on verra bien. On verra bien. Franchement, des fois, je me dis, bon, dommage qu'il n'y a pas un retour en arrière, un reset de la mémoire, tu vois. Enfin, un coup bien placé ou deux, je pense que ça peut le faire, mais c'est dangereux, donc on va éviter quand même. Mais des fois, j'envie les ignorants quand même. Je vous le cache pas. Bon. Néanmoins, je vous conseille quand même de vous informer, manger une petite pilule rouge de temps en temps, même une petite orange, hein, ça va. Ça réveille partiellement. Mangez de l'information, réinformez-vous sur les réseaux sociaux, et je vous garantis que d'ici quelques années, quand ça va péter, eh bien vous serez content d'avoir fait le pas et de vous être informé. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Dromaille Économie, DME en direct, la chaîne de François-Xavier. N'hésitez pas à aller voir Philippe Béchade aussi qui donne des conseils d'investissement. Enfin, c'est même pas des conseils, mais il vous explique comment investir sur l'or, etc. N'hésitez pas à télécharger son manuel et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.